Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, nous allons aborder un type de problème qui se pose assez fréquemment, sous un angle qui, je crois, est assez négligé. Pour vous y introduire, voici une position légèrement modifiée, mais tirée pour l'essentiel d'un de mes matchs d'entraînement. Le score est de 0-0, match en 7. Les blancs tirent 6 et 5. Que joue-t-on ? C'est la vidéo sur pause, si vous souhaitez chercher. Alors, il y a à peu près 3 coups raisonnables qui sont la frappe. On peut commencer par le 6, mais après on ne trouvera pas beaucoup d'autres 5 que celui-ci. Frappe au point 2. Fermer le point 8 et venir au point 18. Ou encore le saut de l'ange. Alors avant d'aller plus loin, on va tout de suite éliminer le saut de l'ange et se concentrer sur les deux autres, avec l'argument qui paraîtra peut-être un peu rapide, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, que c'est forcément meilleur de faire le point 8. Parce que c'est beaucoup plus grave d'être frappé ici que là-haut, et cette prime est très forte. Donc l'alternative qui se pose est entre ces deux coups, donc 24, 18, 13, 8 et 13, 2. Alors, entre les deux, c'est quand même assez difficile de déterminer lequel est le meilleur. On peut avoir l'intuition qu'il y en a un qui gagne plus de gammon, ça frappe, et un qui va gagner plus de parties. Bon. Mais en quelle proportion ? C'est pas si évident. Et c'est typiquement deux plans complètement différents qu'il n'est pas absolument évident de comparer. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas, je vais commencer par vous donner la réponse, avant d'expliciter ce qui est important dans la position. Alors je le dis, mais je ne le fais pas complètement. Réfléchissez à une dernière chose avant que je donne la réponse. Combien d'entre vous, ont pensé à la position du vidéo en envisageant leur coup ? Pensez au score, le score est de 0-0, on a l'habitude de penser au score. Mais qui a pensé à la position du vidéo ? Maintenant, demandez-vous comment est-ce qu'elle peut influencer la décision de pion. Attention, si vous voulez encore y réfléchir, remettez sur pause parce que je vais donner la réponse. Alors, l'ordinateur recommande de jouer le coup tranquille et donne le deuxième coup comme une grave erreur. 0,90. Bon. Il fallait donc jouer tranquille. Quel rapport allez-vous me dire avec la position du cube ? Eh bien, considérez que si nous avions envoyé, il lui fallut frapper. Alors c'est moins net comme écart, mais c'est tout de même un écart qui existe. Si le cube était chez nous, il fallait encore jouer le coup tranquille, encore que ce soit un peu moins clair que dans la version où le cube est au centre, où je le répète, c'était une assez grosse erreur de frapper. Alors, la réponse à cet apparent paradoxe, j'ai envie de dire, le cube n'a rien à voir avec la position, on joue le coup qui maximise notre espérance de gain, et puis voilà, qu'il soit là ou là, on joue le meilleur coup, et puis voilà. Sauf que notre espérance de gain dépend largement de l'utilisation qu'on va pouvoir faire du cube par la suite. Qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire, si le cube est chez l'adversaire, par exemple. Lui pourra l'utiliser. Là, les deux pourront l'utiliser, et chez nous, bien sûr, on sera seul à pouvoir l'utiliser. Bon, des banalités que je dis là. Alors, je vais commencer par vous décrire ce qui se passe
de manière un petit peu rudimentaire avant de vous introduire un peu plus en détail au concept d'efficacité du cube, qui donc est la clé de ce type de position. Le vide-eau est une arme qu'il s'agit de mettre à profit. Mais il ne s'agit pas seulement de la mettre à profit quand l'occasion se présente, mais aussi de susciter le maximum d'occasions où on va pouvoir le valoriser le plus possible. Dit autrement, si vous frappez au point 2, de cette manière-là, vous allez être au prochain coup soit très très bien, s'il fait gala, soit pas très bien, s'il fait un 2. Et dans les deux cas, l'efficacité de votre cube ne sera pas terrible. Si il frappe, il n'y aura pas d'efficacité de cube parce qu'il n'y aura pas de cube, peut-être qu'on peut commencer à se demander s'il ne va pas l'utiliser dans les prochains coups, lui-même. Et s'il fait gala, l'efficacité de votre cube est relativement faible, pour la raison que c'est un énorme pass. Et vous avez largement traversé la fenêtre de double. Ce n'est même pas un petit pass, c'est un très très gros pass. Et si c'est un très gros pass, c'est que vous êtes loin du point d'envoi optimal, hein, qui est normalement assez proche du take point. Alors, je vais quand même vous prouver, enfin vous pouvez vous montrer qu'une telle position serait un pass très important. Bon. Commencez à avoir l'intuition qu'on gagne pas grand chose à doubler maintenant, puisque entre pas doubler et doubler, il y a 0,02 d'écart. Hein. On va préciser ça après. Mais revenons à la position initiale. Dans la position initiale, vous aviez donc la possibilité de jouer un coup plus tranquille, comme ceci, après lequel vous améliorez votre position et vous vous rapprochez d'un cube qui, lui, pourrait bien être efficace. Pour dire les choses de manière un peu simpliste peut-être, c'est pas une très bonne idée de d'abord essayer de tuer votre adversaire, et si vous avez réussi, envoyer le cube. Parce qu'une fois qu'il est mort, il va pas prendre. Par contre, si vous pouvez le blesser un petit peu, donner l'illusion qu'il peut encore un peu se défendre, pour ensuite envoyer. Et là, je vais, par la suite, espérons-le, pardonnez cette comparaison martiale, eh bien, ça risque d'être plus efficace, justement. Admettons que, tout simplement, eh bien, on joue le 6 là, le 5 là, et notre adversaire répond, c'est pas moi, C2, une chose comme ça. Donc on a un homme à la barre. Bon, je suis pas sûr que là, ça soit la meilleure idée de frapper, mais bon, c'est un exemple. Vous voyez que là, on a un double très très fort. Peut-être pris une séquence qui m'arrangeait, hein, évidemment, mais tout de même, on voit qu'on peut envoyer un double assez puissant, et à contrario, on n'aura jamais les très mauvais scénarios qu'on avait avec le 2 qui frappait dans l'alternative. Voyons un petit peu ce concept en détail. Quelle que soit la position, l'efficacité du cube est définie par l'écart entre l'équité de la partie si elle était jouée sans vide-eau, c'est là, le N, à côté de équité sans vide-eau. Ce chiffre-là, plus 318. Ça, c'est ce que vous gagneriez si vous jetiez les dés, votre adversaire fait pareil, sans jamais toucher au vide-eau. Et donc l'écart entre ce chiffre et celui de la meilleure décision de cube, en l'occurrence double prend. Hein, c'est pas forcément toujours double prend, ça peut être double passe, hein, ou n'importe quoi d'autre. L'efficacité du cube est donc la différence entre ces deux
ces deux chiffres. Donc là, en l'occurrence, vous gagnez 0,250. Voilà. Ça signifie tout simplement que si vous jouez, je ne sais pas moi, 100 chocolats le point, faut pas abuser des bonnes choses, eh bien, au lieu de gagner 30 chocolats par partie, vous en gagnez 56. Alors, on peut très rapidement se rendre compte que si c'est un énorme pass, l'écart va être faible. Admettons qu'on ait 99% de chance de gagner. Eh bien, en doublant, notre adversaire va passer et on va gagner que ce petit 1%. Hein. Ce qui n'est pas rien, mais c'est tout de même assez faible. Je vais l'exemplifier assez rapidement. Si je prends cette position, est-ce que c'est possible de la perdre? Oui, on peut faire 2 double 6, nous on fait 2 et 1. Bon. Voilà. On passe de plus 960 à 1. On a quand même gagné quelque chose, on a gagné 0,40. Alors, je trouve une position avec 2%, j'aurais pu prendre une position avec 1%, comme je l'avais dit, mais ça suffira. Donc là, voilà une efficacité du cube qui est assez faible, en fait. Le cube ne nous apporte pas grand-chose. Bon. A contrario, y compris un pass peut être très efficace. Si vous prenez une course où votre adversaire a 20% de chance de gain, par exemple. Vous doublez et il est contraint à passer. Bon. Si vous aviez joué la position jusqu'au bout, vous auriez gagné, toujours en jouant 100 chocolats le point, vous auriez gagné 60 chocolats par partie. Hein. Vous gagnez 80% du temps, il gagne 20%, 80 moins 20, 60. Ok. Par contre, en doublant, vous gagnez les 100 chocolats. C'est-à-dire que vous avez fait 0,400 d'écart, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on a fait là. C'est-à-dire un écart de pratiquement un demi-point. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est pas la question de savoir si c'est un pass ou un take, c'est la question de savoir si c'est un gros pass ou un gros take, si on est proche ou pas du point optimal de double qui se situe autour du take point. Alors, évidemment, on pourrait rajouter des considérations sur le gammon, sur la volatilité de la position. Bon, je rentre pas dans trop de détails, je veux me concentrer sur un seul concept. Voilà, si dans une course assez banale, j'envoie proche du point optimal de double, comme ici, j'obtiens un écart très important, donc passant de 0,5 à 928. Donc, il doit encore prendre, mais j'ai quand même gagné pratiquement 0,400 à doubler dans cette position. Alors, petite remarque, ce n'est pas un pass parce que s'il double et qu'il ne renvoie jamais, il perd un peu plus d'un point par partie, mais c'est un take du fait qu'il puisse réutiliser le cube. Voilà. Et on n'est pas loin du pass, donc le pass c'est un point plus loin forcément. Et donc voilà, là vous voyez que j'ai un pass, mais c'est très très efficace, hein, puisque je gagne 0,440 par rapport à la situation où le double n'existe pas. Je pense qu'il est temps de revenir à notre position initiale. Donc si je reprends la position en question, appliquons ces nouveaux concepts. Je prends ce pion et je frappe. Le méchant fait gala. Très maladroit. J'envoie le vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a gagné quelque chose. 0,18. 0,180 si vous voulez. Bon. C'est un écart. Bon, il faut un peu d'habitude des chiffres pour savoir si c'est gros ou pas, mais croyez-moi sur parole, c'est pas énorme. À comparer les 0,400 qu'on gagnait dans les envois de tout à l'heure dans les positions de finale. Et surtout, dans la position qui nous préoccupe, à comparer avec ce qu'on peut envoyer dans ce type de position. Hein? Qu'est-ce qui se passera si on envoie maintenant? Bon, alors là, il n'a pas joué, il a triché. Hein? Mais bon, tout de même, c'est un écart de plus de 0,300. Bien plus important. On a un bien meilleur envoi dans cette condition.
on le force à abandonner plus d'espérance de gain, en quelque sorte. Et on n'a pas eu le désagrément de se retrouver dans une position où c'est nous qui étions à la barre, après frappe et refrappe, 2 et je sais pas quoi, mettons 2 et 1 pour dire quelque chose, où là, on est dans une situation plus que délicate, on n'envisage même pas d'envoyer, en réalité. Bon. De l'autre côté, on n'a pas ce type de mauvais scénario. Et... où est mon pion ? Et en revanche, on a des très bons scénarios. Admettons, par exemple, qu'il fasse 5 et 3. On a un double, qui est un take cette fois. Mais qui est déjà beaucoup plus puissant que le pass de tout à l'heure en termes d'espérance de gain gagnée. Vous voyez qu'on passe de 0,5 à 0,80. Je l'ai fait jouer 5 et 3, bon, ça n'avait pas l'air d'être un mauvais coup. Bon, essayons maintenant de le faire jouer des choses plus raisonnables. On va regarder comment on joue vraiment le 2 et 1 de tout à l'heure. Probablement pas comme j'avais fait. Non, on joue comme ça. Bon, allez, je te suis. Je te suis, mais c'est à moi de jouer après. Et qu'est-ce qui se passe ? J'envoie mon vidéo, et il est très fort. On gagne 0,400, pratiquement, par rapport à l'espérance de gain d'une position sans vidéo. Le vidéo est très efficace. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre comme coup génial ? Allez, on va le faire jouer un petit 6 et 3. Bon. Je prends beaucoup de trucs différents, mais c'est vraiment pour illustrer mon point. 6 et 3, écoutez, qu'à cela ne tienne, à moi de jouer, je double toujours. Faut pas rater les doubles, par contre, hein, sinon le concept tombe à l'eau. Si vous ratez les doubles, attends, j'ai un homme là, hop là. Que vois-je ? Même sur ce 6-3 qui avait l'air pas mal, je gagne 0,300. C'est beaucoup. Ok. Comment résumer tout ça ? On a un double sur quand même beaucoup de choses, hein, même 6-3 ça avait l'air pas mal, hein. C'est peut-être pas le meilleur jet, je vais pas fait tirer double 6 ou double 3 ou je sais pas quoi, hein, mais... Donc dans un cas, pour résumer, on a, dans le cas où on frappe, donc quand on joue, je prends la position, quand on joue ceci, tchouk, tchouk, on a une équité qui est polarisée. C'est-à-dire vous avez soit une position extrêmement bonne, soit une position pas terrible. Et la position extrêmement bonne, le problème c'est qu'un pass, ça vous apportera jamais qu'un point. Hein. Si vous doublez, que ce soit moins 500 ou moins 0,50 de prendre, si votre adversaire passe, vous allez marquer qu'un point. Donc c'est l'équité que vous gâchez dans cette polarisation. Et par contre, les deux, du moment où vous n'êtes pas si bien que ça, sont très graves. Dans le coup alternatif, votre équité est concentrée. Vous avez toute une série de coups, de séquences plus exactement, de réponses adverses, qui vous amèneront à un fort double et pas de catastrophe. Vous avez beaucoup moins de gâchis dans votre équité. Tout ça est donc lié au fait de pouvoir doubler efficacement au prochain coup, et même dans les prochains coups, et donc à la position du cube qui vous permet de faire cela. Si le cube est chez l'adversaire, en revanche, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez jouer le coup qui est tout simplement le plus fort, j'allais dire sans compter le vidéo, et qui donne le maximum de gammon, avec plus de 30% de gammon, qu'on va vraiment utiliser à plein, puisqu'on va jouer la partie jusqu'à la fin sans pouvoir l'interrompre en faisant du chantage au double à notre adversaire. On peut aussi dire qu'en frappant, on pense à la possibilité qu'aura, tôt ou tard, notre adversaire de utiliser lui-même le cube. Et c'est pour ça qu'on trouve dans quelques bouquins le conseil de jouer plus agressivement quand on a déjà doublé, avec l'argument qu'ainsi nous écourtons la partie et nous diminuons les chances de voir notre adversaire utiliser le cube. Plus la position est à long terme, plus l'utilisation du cube est probable. Et évidemment, notre adversaire ayant ici le monopole du cube,
il serait seul à pouvoir l'utiliser, et donc profiterait seul de cet aspect de long terme et de possibilité de doubler pendant très longtemps. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que j'ai réussi à vous introduire à ce concept un peu technique d'efficacité du cube. Dites-moi dans les commentaires s'il y a besoin de quelques clarifications. Je clarifierai ce que je peux. Ce week-end, je serai à Lyon pour le HSBT. Voilà, c'est mon premier tournoi depuis un moment, hein, en tout cas en vrai, devant un vrai board, et donc j'ai un petit peu à cœur de bien jouer. Voilà, si je peux éventuellement gagner le tournoi, tant qu'il y a des boards à gagner, ça me causera pas de déplaisir non plus. Voilà. Écoutez, je prendrai certainement un ou deux matchs à commenter de ce que je ferai ce week-end. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunder.